Bonjour Hortense Saran, bonjour Thomas Hurgues, soyez les bienvenus. Bonjour Annabelle, bonjour Thomas. Alors, vous faites partie de cette génération d'entrepreneurs qui avait su prendre à bras le corps certains grands défis sociaux, sociétaux et environnementaux pour les résoudre en créant votre entreprise. Alors, j'aimerais qu'on commence avec vous, Hortense Saran. Vous avez créé Fleur d'Ici. Pouvez-vous revenir sur la genèse de cette aventure? Quelle est votre ambition aujourd'hui? Alors, Fleur d'Ici, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 4 ans. On a été créé pour répondre à une question qui était que 85% des fleurs sont aujourd'hui importées de pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur, avec des impacts sociaux et environnementaux majeurs. Alors même qu'il existe de la production de fleurs locales partout en France et en toute saison. Et donc nous, il nous semblait évident finalement, et il nous semblait que c'était une aberration puisque quand on offre des fleurs, on offre quelque part un lien avec la nature. Et en fait, on offrait un bouquet de carbone puisque il faut savoir que un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc c'est vraiment quelque chose de pas terrible, on va dire. Et donc nous, notre idée, c'était de se demander comment est-ce qu'on reconstruit une chaîne de valeur à la fois résiliente économiquement et écologiquement et socialement pour pouvoir proposer un produit qui soit accessible. Donc, c'est-à-dire dans l'accessibilité, nous on dit il y a évidemment le prix, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on peut se procurer le produit, entre autres. Donc les services. Et donc notre ambition, c'est de proposer déjà, donc dans un premier temps, des fleurs et du végétal made in France et le plus décarboné possible. Mais à terme, grâce à en fait la techno sur laquelle on s'est appuyé pour reconstruire cette chaîne de valeur-là, l'idée c'est de proposer un commerce local à grande échelle et qui soit accessible. Très bien, merci Hortense. Juste avant de mettre en lumière votre business model, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du marché de l'horticulture à date aujourd'hui en France? En fait, pourquoi est-ce que nous, on a voulu aller vite? Au-delà de la question de tous les start-upers veulent aller vite, donc c'est pas tellement le sujet, c'est que, en fait, on a une pénurie croissante d'horticulteurs. Les horticulteurs, ils étaient 30 000 en 1972, il en reste à peine 3 500 aujourd'hui. Donc, en fait, il fallait agir très rapidement pour que la ressource soit encore présente et pour que, si on voulait pouvoir proposer des fleurs locales et de saison encore pour les 5-10 prochaines années, il fallait agir très vite pour sécuriser les approvisionnements, donc sécuriser la matière première. Et ça veut dire travailler en confiance avec les agriculteurs et pouvoir s'engager auprès d'eux sur le fait qu'on pouvait leur donner de la visibilité et de la récurrence dans les commandes, un peu comme, vous savez, pour les AMAP, pour là où les consommateurs peuvent s'engager à acheter la récolte d'un producteur un an à l'avance. Comme ça, il sait, lui, ce qu'il a planté, ses revenus, ses investissements, etc. Bah là, c'est un peu la même logique. C'est comment nous, on s'engage en tant qu'entreprise auprès d'un certain nombre à la fois d'agriculteurs, d'horticulteurs, mais aussi d'artisans qui s'occupent de la partie transformation, de la partie on fait les bouquets, pour leur donner cette visibilité et du coup cette stabilité dont ils ont besoin pour notamment pour résister aux sirènes des promoteurs immobiliers qui veulent racheter les terrains des horticulteurs qui sont à proximité des villes et qui sont des terrains généralement assez convoités. Alors, est-ce qu'on peut aller rentrer un petit peu dans le détail? Quel est le cœur, comment intégrez-vous les outils de la RSE au sein de votre business model aujourd'hui pour avoir un impact positif à travers votre activité? Alors, Fleur d'Ici, c'est une entreprise qui est, on dit, sustainable native. La RSE, pour nous, c'est pas une adjonction, c'est pas quelque chose qui est arrivé après. On a construit notre modèle économique comme ça. C'est-à-dire qu'on a pris en compte un certain nombre de poches de valeur qu'on a mis au départ, dans notre mix de départ. Il y avait notamment, par exemple, le fait que nos livreurs, les livreurs avec lesquels on travaille, soient dignement rémunérés et des contrats de travail, ce qui peut paraître assez basique, mais qui n'est pas le cas d'un certain nombre de plateformes qui font de la livraison en vélo dans les centres-villes. Donc voilà, nous, c'est vrai que c'est un poste qu'on a budgété dès le départ comme étant assez lourd, qui est le vrai prix, entre guillemets, de ce service. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est bien penser à l'amont, en amont en fait de comment on commence, de bien penser la répartition de la valeur. C'est quelque chose qui est central chez nous et qui n'est pas quelque chose qui nous a
comment dire, qui est venu en plus grever notre compétitivité. Au contraire, c'est quelque chose qui était là comme un driver de la compétitivité, puisque toutes ces promesses, entre guillemets, enfin tous ces engagements envers la société et l'écologie, le fait que effectivement les fleurs soient locales, sourcées localement, donc qu'elles n'aient pas parcouru des milliers de kilomètres et donc qu'elles n'aient pas un impact carbone majeur, puisqu'elles font que quelques centaines de kilomètres et elles sont produites dans le respect de la saison, c'est-à-dire sans intrants, sans être forcées, et donc effectivement de la façon la plus naturelle et la plus carbone neutral possible. Ça nous permet effectivement on a construit les choses comme ça, et c'est non seulement pas un poids pour nous, mais c'est même au contraire quelque chose qui nous fait avancer, c'est notre proposition de valeur, et c'est pour ça que les gens viennent nous chercher. Très bien, merci Hortense. Thomas Huriez, merci d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous présenter l'entreprise, votre entreprise 1083, quelle est sa raison d'être, quelle est sa mission? Oui, bonjour à toutes et tous. 1083, c'est une marque que j'ai créée en 2013 en financement participatif. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc ça va de Menton au sud-est jusqu'à Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest, en à gauche si la France était un rectangle. 1083, donc, c'est donc une marque de jeans et de baskets entièrement fabriquée en France ou relocalisée au maximum au fil des années. En 2013, quand on s'est lancé, on était 2. Aujourd'hui, on est 70 emplois directs plus 80 emplois indirects. On va créer 20 emplois supplémentaires dans les Vosges. L'idée, c'est vraiment au fil des ans de reconstruire la filière du jean en France. Donc, pour faire un jean, il y a 8 étapes. La première, c'est la culture du coton. Ensuite, on file. Ensuite, on teint. Ensuite, on tisse. Ensuite, on ennoblit le tissu. Ensuite, on le coupe. Ensuite, on confectionne pour faire un jean. Et à la fin, on le délave. Et sur ces 8 étapes, en 8 ans, on en a relocalisé 7. Et on est en train de réussir la relocalisation de la 8e étape avec la production de coton en France grâce au recyclage des vieux jeans. Donc voilà, c'est toute une filière qu'il y a derrière 1083. L'idée, c'est de former une équipe avec les consommateurs, les fournisseurs, évidemment nos équipes, les banquiers, tout le monde. En fait, chacun fait à son rôle dans cette chaîne de valeur. Et l'idée, c'est d'engager le plus les uns les autres en montrant tout ce qu'il y a derrière la fabrication d'un jean et l'achat d'un jean. C'est un peu comme si vous aimez le vin, vous achetez une bouteille de vin au supermarché, elle a un certain goût, un certain prix. Vous achetez la même bouteille de vin chez le vigneron, et d'un coup, au même prix et au même goût, elle paraît moins chère et meilleure parce qu'en fait, vous comprenez tout l'écosystème et toute l'histoire de ce vigneron. Et nous, c'est notre démarche, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on le partage. C'est pour ça que je suis ici dans mes stocks. Mais en réalité, tout est vraiment ouvert. On fait visiter nos ateliers, on fait participer nos clients au développement des produits, on explique à nos clients comment fabriquer leur propre jean. Bref, tout est fait pour que de manière systémique, chacun vive le fait qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Super. Alors, embarquer toutes les parties prenantes, c'est une des clés de la RSE. Vous, en ce qui concerne votre business model, comment avez-vous intégré la RSE au cœur de votre business model? Alors moi, la RSE au sens rapport, document, machin, etc., j'y connais rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas très fort en formalisation. Par contre, on vit tout. C'est-à-dire qu'on a une mission dans l'entreprise. Cette mission, pendant quelques jours encore, c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Elle va être améliorée avec une notion de réduction supplémentaire. Mais depuis 8 ans, cette mission d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire, c'est la boussole de toute l'équipe. Donc quand on a à faire un choix, on ne fait pas un choix par rapport à son chef ou à son avis. On fait un choix par rapport à la mission. C'est vraiment le point de référence de toutes les décisions qu'on a à prendre. Donc là, par exemple, je vous montre un truc, ça ne se fait pas, mais je vous le montre quand même. Mon installation est assez précaire. C'est une chaise sur la table de couple sur laquelle je suis installé. En fait, qu'est-ce qu'elle raconte, cette chaise? Si c'était une chaise Ikea, en fait, elle serait en totale dissonance avec la mission de 1083, qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire, ce serait dissonant. Du coup, quand on a eu à acheter cette chaise, on l'a achetée en France, évidemment, avec du tissu de Nîmes 1083. Et donc, en fait, le fait de tout le temps faire référence au même enjeu, quelle que soit sa place dans l'entreprise, ça oriente chacun vers des solutions cohérentes les unes avec les autres, puisque du coup, on décide tous par rapport au même important. Et donc ça conduit à la cohérence, et cette cohérence, quand on réussit à la partager, et vous voyez, une chaise, on ne croirait pas qu'une chaise, c'est important. Mais en fait, aujourd'hui, cette chaise, c'est le média de notre mission, puisque du coup, je vous en parle. Donc en fait, cette chaise, elle ne sert pas qu'à s'asseoir, elle sert aussi à partager notre engagement. Puisque même les chaises, même les chaises chez nous sont en cohérence avec notre mission.
Ça, c'est un message fort qu'on peut faire passer facilement parce que du coup, tout est le plus possible cohérent. C'est le cas des étagères aussi derrière, qui sont fabriquées à 50 km, qui sont 100% métalliques, sans plastique, pour qu'on puisse les recycler. Par contre, mon ordinateur, il n'en est pas en France. Donc en fait, quand on peut, en fait, à chaque fois, on se pose la question. Quand on peut, on fait. Quand on peut pas, on fait pas. Mais au moins à chaque fois, systématiquement, grâce à la mission, on se pose la question. Donc plutôt que communiquer, finalement, c'est incarner, vous portez vraiment ces valeurs-là, vous les incarnez. Hortense, comment sensibiliser les consommateurs pour qu'ils deviennent des acteurs de leur consommation sur tous ces sujets, notamment sur l'achat de fleurs en circuit court? Parce qu'on a envie d'acheter des roses finalement au mois de février pour la Saint-Valentin, par exemple. Par exemple, effectivement, les roses de la Saint-Valentin, c'est un bon exemple de ce que l'industrie, alors en l'occurrence l'industrie de la fleur, mais ça vaut pour plein d'autres secteurs, nous a mis dans la tête comme habitude de consommation, même pas parce que c'était ce que les consommateurs voulaient, mais parce que c'était ce qu'il y avait de pratique pour l'industrie à produire à moindre coût et en grande quantité sur telle ou telle période. Donc nous, effectivement, une partie très importante de ce qu'on fait, c'est de repenser les produits en accord avec ce que les consommateurs veulent vraiment et donc questionner le cahier des charges en fonction de ce que les consommateurs veulent vraiment et de ce que la nature et la société peuvent soutenir, puisque on sait aujourd'hui qu'on est confronté quand même à un certain nombre de défis et qu'on ne pourra pas continuer exactement comme avant. Et donc l'idée, c'est pas de dire on arrête tout, moi je suis pas décliniste ou quoi, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de se dire on pourra toujours avoir une catégorie de produits, mais qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie finalement? C'est-à-dire que là où avant, typiquement sur des fleurs, vous aviez pour la Saint-Valentin, votre besoin, c'est quoi finalement? C'est d'offrir un geste, des fleurs, sous forme de fleurs, à votre cher et tendre, ou votre cher et tendre valant pour les hommes comme pour les femmes. Et donc cette question, l'injonction n'est pas d'offrir des roses, l'injonction c'est d'offrir des fleurs. On peut aujourd'hui repenser, et pourquoi pas des fleurs rouges? Pourquoi pas? Admettons, je vois que Thomas, voilà, Thomas ne me démentira pas. Et donc voilà, la question c'est un cahier des charges simplifié dont on peut repartir pour repenser un produit finalement. Et le repenser en accord avec ce que la nature produit selon les saisons. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs rouges au mois de février? Il y a des anémones, des tulipes, des renoncules, bref, des amaryllis. Il en existe plein, mais pas des roses. Et donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on fait aujourd'hui avec les consommateurs, mais un peu comme Thomas, effectivement, et comme beaucoup d'entreprises engagées, c'est de demander aux gens, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce que vous êtes sûr que ce que vous voulez, vous l'avez vraiment questionné? Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question? Ou est-ce que finalement, on vous a collé des désirs sur les épaules qui ne sont pas nécessairement les vôtres et que vous pouvez aujourd'hui vous affranchir de ça et réfléchir de façon un peu plus libre à quelles sont réellement vos attentes. Très bien, alors c'est pas forcément simple pour les consommateurs aujourd'hui de modifier totalement leurs habitudes qui sont profondément ancrées. Alors, que ce soit pour les fleurs, pour les jeans, ou finalement pour toute forme de consommation, est-ce à nous, consommateurs, de vraiment, tous les matins en se réveillant, être vraiment conscients de l'impact que notre achat va avoir sur tout un écosystème? Ou alors, est-ce que c'est aux entreprises de nous proposer une offre meilleure, plus qualitative? Et finalement, je vais pousser volontairement un peu plus cette idée. Est-ce que les entreprises, selon vous, ont un rôle aujourd'hui politique à jouer? Thomas? Alors déjà, en effet, changer, c'est super dur. On le voit, changer ce qu'on déjeune le matin, par exemple, c'est compliqué. Et en fait, vraiment, cette transition, elle est super difficile, donc elle sera longue. Donc c'est pour ça que, comme il y a urgence, il faut se dépêcher de commencer à se mettre en mouvement. Et puis comme c'est inéluctable, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que professionnel, si c'est inéluctable, autant y prendre sa part et en être le leader, ne pas le subir, plutôt que de le refuser, de freiner des cas de fer, et en fait d'en devenir le ringard de ces transitions inéluctables. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inéluctable, pour nous, on se dit autant l'embrasser plutôt que freiner, parce qu'en fait, si on freine, on sera notre propre victime à la fin. Et donc du coup, ça c'est un point très important, mais c'est la même réflexion à titre personnel en tant que particulier, ou en tant que professionnel, quel que soit son métier et sa place dans l'entreprise, on peut faire des choix qui amènent au progrès sur ces sujets de transition ou pas, qui amènent de dynamisme, du mouvement dans son équipe, dans son entreprise, dans sa vie personnelle. Donc moi, je pense que c'est très important, cette notion de mouvement, c'est-à-dire que plus on réussit à se mettre en mouvement et à prendre plaisir au mouvement,
et ben plus c'est facile. C'est un peu comme le sport. Quand vous commencez le sport, courir, c'est vraiment relou, c'est fatigant, il n'y a pas de plaisir. Et puis au fur et à mesure que vous vous entraînez, et ben en fait, la douleur est remplacée par du plaisir, voire par un besoin. Et donc cette notion de mouvement, elle fait vraiment la différence. Et donc pour moi, je fuis tout ce qui est statique, parce qu'en réalité, je crois que le mouvement est vraiment source d'épanouissement personnel, professionnel et de transition, d'accélération de la transition. Et du coup, est-ce que l'entreprise peut prendre sa place dans cette transition? C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit. Et c'est certainement le plus gros levier de transition. De la même manière que l'entreprise a été certainement le plus gros levier de destruction de la planète, l'entreprise a le même pouvoir pour être le plus gros levier de transition, d'amélioration de la planète. Donc innovons, essayons, changeons-nous, innovons. Grâce à ça, on va pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Et d'une part, c'est nécessaire. D'autre part, économiquement, c'est certainement vital pour l'entreprise aussi, parce qu'une entreprise qui ne se soucie pas de sa disponibilité de matières premières pendant 5 ou 10 ans, si demain elle en manquait, eh ben, elle sera sa propre victime en quelque sorte. Et enfin, c'est beaucoup plus excitant d'être acteur de solutions plutôt que d'être le vilain petit canard au fil des ans, en quelque sorte, que son entreprise est enfermée dans cette économie du passé, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est réjouissant, c'est nécessaire, et économiquement, c'est même vital. Donc, je ne vois pas pourquoi les entreprises s'exonéreraient de ces sujets-là. Au contraire, plus tôt elles prendront part à ces sujets, plus tôt elles en tireront des profits et elles surferont sur cette vague-là pour continuer de grandir. Ce n'est pas grandir à l'infini, mais de grandir dans un écosystème pérenne. Et peut-être que ça va demander à des écosystèmes de se réduire eux-mêmes. Nous, c'est d'ailleurs le futur de notre mission. Notre future mission, c'est de réduire la vente de jeans et la production de jeans dans le monde et en France. Donc du coup, pourquoi? Parce qu'on considère que si on amène les gens à acheter mieux, ils achèteront moins. Et du coup, le problème de la mode qui est de surproduire et de surconsommer, et ben, en vendant des jeans de meilleure qualité, on va conduire des gens à en acheter moins. Et peut-être qu'en achetant moins, ils achèteront plus de 1083. Donc notre petite croissance à nous est directement liée finalement à notre capacité à faire consommer les gens de moins de jeans de merde, en quelque sorte, pour simplifier au maximum. C'est dit. Hortense, juste avant de vous demander de réagir au propos de Thomas, Thomas, justement, comment vous positionnez-vous aujourd'hui, vous 1083, par rapport aux mastodontes de la grande distribution? Et ben en fait, on est tous acteurs de cette transition. On parlait de filière tout à l'heure, avec ces 8 étapes pour fabriquer un jean. 1083 n'a pas vocation à porter seule cette filière-là. La mode, c'est pas l'uniforme. Donc du coup, et en plus, l'intégration totale et exclusive, elle est dangereuse. Parce que si une filière, c'est une chaîne avec un seul maillon par acteur, que ce soit le confectionneur, le tisseur ou même la marque, si l'un de ces maillons casse, la chaîne s'effondre. Donc ce n'est pas du tout raisonnable de reconstruire une filière en imaginant que chaque maillon est exclusif. Donc non, c'est pas une chaîne qu'il faut créer, c'est une cotte de mailles où il y a plusieurs maillons par métier. Et donc, on a notre tissage, mais on travaille avec plusieurs tisseurs français. On a notre atelier de confection, mais on travaille avec plusieurs ateliers de confection. Et nos ateliers que l'on crée nous-mêmes, ils ont vocation à produire des jeans pour 1083, mais aussi pour d'autres marques. Et pourquoi pas pour la grande distribution? Aujourd'hui, le Made in France, il est monogame, plutôt moyen haut de gamme en quelque sorte, on va dire. Mais le Made in China ou Made in Taïwan, il est bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Tout dépend des matières premières que l'on fait, de l'attention qu'on porte au processus. Bref, il n'y a pas de raison que le Made in France reste monogame, en quelque sorte médium. Non, c'est certain que le Made in France va élargir son spectre avec une offre plus haut de gamme encore, avec encore plus de précision, de matières précieuses, que sais-je, et des produits plus bon marché, parce que du coup, on va industrialiser la fabrication, on va simplifier la fabrication, on va prendre peut-être des matériaux de moins bonne qualité, mais petit à petit, le Made in France va s'ouvrir comme ça. Et ça, c'est bon pour cette filière que l'on reconstruit, parce que du coup, il y aura plus de travail, et il y aura plus de gens qui vont acheter des jeans de meilleure qualité, donc du coup, ça va amener les gens à consommer moins de jeans de mauvaise qualité, en gros. Et donc nous, on s'inscrit en partenariat de toutes ces marques, qu'elles soient grandes distrib, marques concurrentes ou consoeurs, etc., peu importe. Ensemble, c'est ensemble qu'on pourra construire cette filière. Après, ça demande deux choses, de l'ouverture, parce qu'effectivement, tout le monde a le droit de faire sa transition, et il n'y a pas que nous, les pure players, en quelque sorte, qui avons le droit d'être porteurs de solutions. H&M, Zara, Kiabi, Decathlon, tous ces gens-là, plus ils transiteront vite et plus on les aidera à le faire, meilleur se portera la planète. Donc c'est notre devoir de les accompagner, de les aider. Par contre,
l'idée, c'est pas d'être récupéré ou d'être greenwashé. Donc, en même temps qu'on est super ouvert, on est super exigeant sur la notion de mouvement dont je parlais tout à l'heure. Si c'est pour faire du one-shot avec une petite collab avec 1083, c'est non. Par contre, si c'est s'inscrire dans une filière durablement, se donner de la visibilité les uns les autres et co-construire nos capacités de production locales futures, alors là, évidemment qu'on le fait ensemble. Et donc, ça permet vite de voir si les gens sont là pour du one-shot ou pour vraiment un projet long terme. Ceux qui sont là pour le long terme, quand bien même ils ont fait du Made in Bangladesh avant, bien sûr qu'on les accueille et bien sûr qu'on les aide à accélérer leur transition en leur ouvrant nos ateliers et en leur disant ce dont on a besoin pour voir si ça correspond à ce dont ils ont besoin. Très bien. Tous deux, vous êtes en train d'essayer de rebâtir finalement des filières en France. Donc, en tant que la question, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Quand je dis est-ce que l'entreprise aujourd'hui a un rôle politique à jouer, quelle est votre réaction, quel est votre sentiment par rapport à ces sujets-là du rôle de l'entreprise, si on pense politique au sens noble du terme? Moi, je pense qu'effectivement, l'entreprise est le lieu du politique aujourd'hui, puisque c'est là où en fait, on a quand même un certain nombre de manettes sur la façon, la responsabilité de ce qu'on propose comme produit. On a coutume de dire que la carte bleue, c'est la meilleure carte électorale. En tout cas, c'est la plus opérante, le plus directement et le plus rapidement. Ça, c'est certain que les consommateurs, ils ont un pouvoir qui est énorme par celui de leur choix, puisque quand vous choisissez de consommer du Made in France, vous choisissez effectivement de protéger l'emploi, de protéger la planète en général, puisque on a des normes environnementales en France qui sont très, en tout cas beaucoup plus contraignantes que ce qu'on trouve dans les pays desquels on fait venir une grosse partie de la production. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une notion d'engagement très forte. Moi, je pense que, pour revenir à ce que disait Thomas, quoi qu'il en soit, de toute façon, les entreprises, je pense qu'elles n'ont pas le choix, ne serait-ce que pour assurer leur résilience par rapport à leurs approvisionnements, etc. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, tout simplement, par rapport à leurs consommateurs, parce que les générations X, Y, Z, elles consomment aujourd'hui avec un smartphone en main et un certain nombre d'applications comme Yuka, par exemple, et elles cherchent à savoir comment est-ce que leur produit, c'est devenu constitutif du choix. Il ne faut pas se méprendre. Et donc, elles cherchent à savoir comment le produit il a été conçu, quelle partie de la valeur est allée à qui, quels sont ses impacts carbone et autres. Et donc, les entreprises qui n'auront pas pris en compte toutes ces questions-là, je pense qu'elles ont du souci à se faire d'ici 10 ans. Et 10 ans, c'est demain. Pour conclure cette table ronde, si vous aviez un message chacun à faire passer en faveur, alors au sens large de la RSE, de l'engagement des entreprises, on va aller un peu plus loin, à qui vous adresseriez-vous et quel serait-il? Thomas? Moi, je dirais à chacun de s'y mettre au plus vite. Il s'agit d'une question de survie planétaire, humaine et même économique, rien qu'en pensant égoïstement à la gestion d'une entreprise. Avant, bien gérer, c'était uniquement un bon gestionnaire, c'était un bon gestionnaire de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus suffisant et il faut bien gérer l'argent, évidemment, sinon au bout d'un moment, ça s'arrête. Il faut bien gérer les gens, sinon au bout d'un moment, c'est le feu et automatiquement, ça met en difficulté l'entreprise, donc ça s'arrête. Et il faut bien gérer l'environnement, sinon on n'assure pas sa propre entreprise de disposer des ressources dont elle a besoin pour perdurer. Et donc pour moi, plus tôt on se met à cet enjeu de bien gérer les gens, l'argent et l'environnement, plus on assure la pérennité long terme de son entreprise. Alors c'est plus facile en partant d'une feuille blanche comme Hortense et nous, parce que du coup, on est parti direct comme ça, parce qu'on a eu la chance d'entreprendre dans les années 2010, et du coup, on a eu la chance de vivre les conséquences fâcheuses du modèle précédent. Si on était né 20 ans plus tôt, on aurait fait comme tout le monde, on n'est pas des génies. Par contre, du coup, ceux qui ont à transiter, c'est un mouvement difficile, parce que se mettre en route, c'est pas simple, on ne sait pas par où commencer, il y en a de partout. Et l'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, commercialement même, c'est de montrer à ses consommateurs, à ses clients, qu'on prend le sujet à bras le corps. 1083 ne vend pas le meilleur jean du monde. Le jean de 2021, il n'est pas parfait. Mais il est mieux que celui de 2020, qui est mieux que celui de 2019. Et celui de 2022, il sera encore mieux que celui de 2021. Et en fait, c'est ce chemin qu'on partage avec nos clients. Et c'est ça qui est réjouissant, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel et en tant que consommateur. Donc, ne vivons pas ces enjeux majeurs comme une énorme marche à franchir. Non, c'est un faux plat qu'il faut commencer à prendre le plus tôt possible pour petit à petit se rapprocher de ce sommet-là. Et en fait, c'est pas l'arrivée qui est intéressante, c'est pas l'arrivée qui est salvatrice,
c'est le chemin qui est salvateur et qui est réjouissant. Et vous, Hortense, un message à faire passer, à qui vous adresseriez-vous et quel serait-il? Évidemment, je souscris et je rejoins complètement ce que vient de dire Thomas sur le fait que c'est le chemin qui est important et que c'est pas, voilà, personne n'est parfait et c'est ok, ça va, c'est pas grave, tout va bien. Mais pour répondre plus précisément à votre question sur à qui je m'adresserais aussi beaucoup à la partie financière, aux actionnaires ou à ceux qui aujourd'hui détiennent le capital et en particulier pour les plus grosses entreprises. Voilà, d'une injonction à penser peut-être moyen-long terme et pas court terme à 2-3 ans, parce qu'effectivement, c'est des enjeux qui sont lourds et donc ça demande des investissements, ça demande un peu de temps pour faire les bons choix et les bons changements. Et c'est vrai qu'il faut souvent, comment dire, tout le monde est d'accord dans l'entreprise pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a, c'est comme toujours. Pour gagner de l'argent, il faut investir au départ. Donc, il faut commencer par en perdre. C'est comme toujours. Et donc, il faut voir en fait ces investissements en faveur de la RSE, un peu comme les investissements qui ont été faits pour le digital, pour la digitalisation des entreprises il y a 15 ans, où à l'époque, on se disait mais à quoi ça sert? On voit pas trop. On voyait pas trop en quoi ce serait un relais de croissance très très important. Mais les gens qui ne l'ont pas pris ce virage-là, je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était peut-être une erreur. La RSE, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je pense que ne pas le mettre au cœur de sa stratégie, d'un point de vue purement économique, à nouveau, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il faut porter ce message-là avec conviction et sérénité et faire entendre qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire une politique RSE pour être du côté du monde des bisounours. C'est pas le sujet en fait. C'est vraiment, il faut être convaincu du fait que c'est un accélérateur de compétitivité. Très bien. Pour rebondir sur plusieurs temps, si je peux me permettre, ça me fait penser ton exemple, Hortense, à l'informatique. Dans les années 80-90, il y en a qui ont freiné contre l'informatique, qui ne voyaient pas l'intérêt, machin, etc. Et ils ont loupé le coche. Pareil, ils ont faire le e-commerce, ils ont loupé le coche. Et bien là, en fait, l'enjeu de prendre sa part des conséquences environnementales de sa propre activité, ceux qui freinent là-dessus, qui en font un non-sujet, qui refusent de penser à investir là-dessus, moi je pense, et je pense qu'on est tous un peu d'accord, qui risquent de faire louper ce coche-là à leur entreprise. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu vital de bons gestionnaires, que l'on pense comme un bon gestionnaire de 2020 ou comme un bon gestionnaire des années 2000. Quoi. Le message est passé, il est très clair. Un grand merci Hortense Aran, merci Thomas Uriez pour votre engagement et vos témoignages. À très bientôt. Merci pour tout. Merci Annabelle, merci à tous.